Bienvenue dans le podcast Un petit quelque chose, le podcast qui rassure les musiciens et les musiciennes. Dans cet épisode 2, j'ai invité Rémi, qui est la toute première personne que j'ai rencontrée à 18 ans lorsque je suis arrivée au Conservatoire Royal de Bruxelles. Rémi m'a vraiment épatée par sa résilience en continuant les études, en continuant à prester, malgré ce petit quelque chose qui l'a accompagné, qui continue de l'accompagner aujourd'hui. Et je vous laisse découvrir ce petit quelque chose tout de suite avec lui. Je vous souhaite un bon épisode. Bonjour Rémi, bienvenue dans le podcast Un petit quelque chose. Est-ce que tu peux te présenter sous la forme que tu veux? Bonjour Cassandre. Eh ben écoute, merci de m'inviter, hein. Et donc oui, je m'appelle Rémi Bonardel, je suis pianiste professionnel et plus particulièrement professeur de piano. Si on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu réponds? Est-ce que tu dis que tu es pianiste et professeur ou juste pianiste ou juste professeur? La plupart du temps, je réponds plutôt, professeur uniquement. Ok. Et est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu réponds professeur et pas les deux ou... Parce que, j'ai un syndrome de Tourette, donc c'est une maladie, qui provoque des tics nerveux qui, du coup, m'incommode énormément pour tout ce qui est prestations publiques, jouer en concert et cetera. Donc c'est toute une partie du métier que j'ai dû mettre de côté, parce que c'est ingérable, en fait. Donc uniquement professeur de piano. D'accord. Et le fait que tu dises, «Je ne joue plus, donc je me présente pas en tant que pianiste», est-ce que ça exprime le fait que, on se présente, en tout cas pour toi, en tant que musicien parce qu'on fait des concerts? Non, enfin, personnellement, même si je joue pas en public, je me considère quand même comme musicien. Alors j'ai quand même une pratique personnelle à la maison, comme je peux avec mon syndrome à gérer, mais et toujours une recherche musicale, voilà, qui me sert pour la pédagogie aussi derrière, hein. Toujours chercher comment travailler des passages, une réflexion musicale aussi sur la sonorité, le faire chanter les phrasés. Donc non, je pense pas qu'on puisse résumer un musicien uniquement au fait de faire des concerts. Bien sûr, ça en fait partie, mais il n'y a pas que ça. En tout cas, je me considère comme musicien même si je joue pas, en concert. Par cette recherche musicale notamment que je fais et que j'essaye de transmettre. Avant d'aller un petit peu plus loin, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est le syndrome, que tu as? Pour aussi un petit peu, dépoussiérer l'image que, les gens s'en font. Oui, oui, oui. Alors, donc le syndrome Gilles de la Tourette, qui doit son nom à la personne, bah, qui l'a trouvé un peu officialisé. Heu, donc c'est une maladie, neurologique qui n'est pas une maladie, dégénérative comme un Parkinson ou Alzheimer, hein. Donc c'est une maladie qui en soi n'est pas enfin, qui n'est pas mortelle, hein, faut quand même rassurer, les auditeurs. Donc c'est, une maladie qui provoque des tics nerveux. Heu, Ça disons que c'est la base pour diagnostiquer ce syndrome-là. Il faut qu'on ait les 2 types de tics nerveux, c'est-à-dire des tics physiques, les mouvements involontaires, mais également des tics vocaux. Les tics vocaux, bah, voilà, comme vous pouvez l'entendre, ça va être ce genre de raclement de gorge que j'ai régulièrement. C'est pas que j'ai mal à la gorge, c'est justement, ça fait partie des tics vocaux. Ça peut être d'autres bruits, hein, mais c'est ça. Donc, en fait, pour le diagnostic, il faut avoir au moins ces 2 catégories de tics-là pendant une période ininterrompue d'au moins 1 an. C'est une maladie qui généralement va se déclencher, dans la petite enfance. Voilà, entre 4 et 6 ans, 7 ans. Moi, ça a été plutôt vers 7 ans qu'on s'en est rendu compte. Dans la plupart des cas, à l'adolescence, les symptômes vont s'estomper et disparaître. Dans des cas rares, les symptômes peuvent rester à l'âge adulte et même empirer, ce qui a été un petit peu mon cas. Maintenant, je reste quand même avec un syndrome de Tourette relativement modéré. J'ai vu des vidéos des fois déjà sur internet de gens où c'était bien pire. Alors c'est vrai que souvent la maladie dans le public large, on l'associe à un des symptômes possibles, mais qui n'est pas obligatoire pour le diagnostic, c'est la coprolalie. La coprolalie, c'est, le fait de dire des insultes très rapidement, comme ça, de manière non contrôlée. Donc ça fait partie plutôt de la catégorie des tics vocaux, mais ce n'est pas du tout un symptôme, obligatoire pour diagnostiquer un syndrome de Tourette. C'est même d'ailleurs, dans ce que j'ai lu en tout cas,
C'est assez rare, hein, ce symptôme-là, mais c'est vrai que quand on voit ça, c'est tellement marquant qu'on retient souvent ça, alors qu'en fait, voilà, c'est pas du tout un symptôme obligatoire. C'est vraiment les 2 symptômes obligatoires sont les tics vocaux et physiques. On peut avoir des des symptômes un peu, périphériques, les TOC, hein, les troubles obsessionnels compulsifs, on peut en avoir, c'est pas obligatoire non plus. Des troubles anxieux, troubles de l'attention, hyperactivité, hein. Je crois que j'ai même lu des fois un peu des troubles bipolaires, ce genre de choses, mais ça reste des symptômes, voilà, qui sont «optionnels» entre guillemets et périphériques. En parlant de tics, j'ai cru comprendre que quand on était enfant, on avait tous des tics, mais que ça partait à un certain âge et qu'on s'en inquiétait, à partir justement si à partir de cet âge-là, ça ne partait pas. Oui, oui, oui. Bah, c'est ça, ça rejoint un petit peu alors, pas forcément tous les enfants, je pense, ont des tics, mais beaucoup peuvent en avoir. Heu et justement, ce qui va permettre de déterminer si c'est des tics passagers ou un syndrome de Tourette, bah, ça va être, la régularité dans le temps de ces tics. Si un enfant a des tics pendant 3, 4 mois, puis que tout d'un coup ça s'arrête pendant 3, 4 mois, puis que ça reprend l'année d'après et cetera, on va pas forcément parler d'un syndrome de Tourette et encore une fois, s'il a que des tics physiques et pas de tics vocaux, ça ne sera pas un syndrome de Tourette. Il faut vraiment avoir les 2 types de tics et oui, généralement, ça disparaît à l'adolescence, et c'est vrai que si ça disparaît pas, c'est là qu'on va peut-être s'en inquiéter, Mais dans ton cas, tu disais, c'est apparu quand tu avais 6-7 ans? oui, on jouait au football et j'ai reçu un coup de ballon dans la tête très violent, ce qui m'a déclenché, bah, voilà, fait un faux mouvement et déclenché des douleurs au niveau des cervicales et suite à ça, bah, pendant quelques semaines, j'ai commencé à faire un mouvement du cou comme ceci. Je sais pas si on voit bien, mais voilà, parce que j'avais mal. Bon, au bout de quelques semaines, la douleur, elle, était partie, mais le mouvement était resté et c'est là qu'on a commencé à se rendre compte que j'avais des tics nerveux. Peut-être que j'en avais un peu avant, mais en tout cas, c'est vraiment là qu'on l'a vu. Je commençais aussi, suite à ça, à en avoir au niveau du visage, faire des mouvements comme le poisson, un peu. Ma mère, d'ailleurs, me disait qu'elle aussi, quand elle était jeune, elle avait eu un peu des tics, comme ça. D'ailleurs, pour reprendre un peu la définition, on soupçonne une part d'hérédité dans le syndrome de Tourette, mais ils en sont pas très sûrs, hein. C'est une maladie qui est quand même pas hyper bien connue, son fonctionnement, tout ça reste encore, complexe pour la science. Est-ce que tu penses que ce choc que tu as reçu, c'était indépendant du syndrome? Ou est-ce que ça aurait pu le provoquer? Donc c'est-à-dire qu'il était là, mais que ça l'a amplifié ou, ils ont rien dit, par rapport à ça? Bah, tu sais, à l'époque déjà, voilà, les médecins étaient pas forcément aussi bien, au courant de par rapport à cette maladie. Le généraliste, quand j'étais allé le voir, il nous a pas alarmés plus que ça, hein. Il dit: «Oh bah, il a des tics nerveux, ça va passer quoi», en gros, hein. C'est plus tard qu'on a compris. Donc oui, je sais pas trop, oui, c'est possible que en fait, ce choc de ballon a été l'élément, déclencheur. Mais oui, sur quelque chose qui peut-être était quand même là, en fait, hein, s'il y a une part d'hérédité justement, voilà. C'est là aussi où un peu la science ne sait pas trop, hein, les ça c'est vraiment les subtilités qu'elle ne d'après ce que j'ai lu, qu'elle ne sait pas trop expliquer comment ça se déclenche, voilà. On constate que ça se déclenche dans la petite enfance, mais c'est possible. Est-ce que tu peux nous parler de ton tout premier rapport au piano? Donc, pourquoi tu as fait du piano? Est-ce que c'est, ta décision à toi? Est-ce que c'est une décision de famille? Ou est-ce que, c'est parce que tu avais vu, quelqu'un faire du piano ou tu en avais entendu, Est-ce que tu t'en souviens? Oui, alors, non, c'était en fait, à l'école où j'étais, à l'école primaire, il y avait, création d'ateliers entre midi et 2. Donc il y avait piano, il y avait informatique, il y avait sport et bah, c'est ma maman qui m'a proposé, elle en avait un tout petit peu fait, quand elle était jeune, mais elle a pas pu continuer, suite au divorce de ses parents, donc elle s'était dit: «Bah, tiens, pourquoi pas?» Donc moi oui, j'ai dit: «Bah, oui, pourquoi pas?» et puis ça m'a tout de suite plu, OK, chouette et qu'est-ce qui t'a plu justement dans l'instrument? Quand j'ai démarré, je pense que, je sais pas, il y avait une sorte de logique et d'harmonie que j'aimais bien. Hem,
déjà la logique même rythmique, hein, la ronde, 4 temps, suivi des blanches de temps et cetera. C'était bien organisé, c'était ordonné. Comme j'ai toujours eu quand même un esprit assez scientifique quand j'étais jeune, j'aimais déjà beaucoup un peu ça. Donc voilà, il y avait un côté très organisé, très ordonné des choses, qui s'emboîtaient bien et cetera. Voilà, donc puis après il y avait le côté jeu aussi. C'est vrai que, bon, ça m'amusait d'essayer de combiner, de bien coordonner mes mains. J'entendais, ça faisait des jolis sons quand c'était bien fait et oui, ça m'a tout de suite, bien plu, je pense que le choix des pièces aussi, voilà, des morceaux bien écrits qui montraient justement quelque chose de très beau, de bien agencé, encore une fois, voilà, c'est sûr que quand on travaille, voilà, des petits menuets de bagues déjà, c'est quelque chose de bien écrit, de bien ordonné. On voit qu'il y a une logique, une cohérence, ça sonne bien et c'est un côté magique parce que quand on est petit, on comprend pas pourquoi ça sonne bien. À la limite, on comprend plus tard avec l'expérience ou quand on commence à avoir des cours d'écriture, d'harmonie. Mais justement, quand on est jeune, on n'a pas ces notions-là, mais je ressentais qu'il y avait quelque chose de Oui, c'est c'était vrai. bien écrit, ça sonnait bien Oui, c'est et du coup, harmonieux. et il y avait un côté un peu magique. De dire: «Waouh, c'est incroyable, en fait, il a mis telle note avec telle note et en fait, ça sonne super bien». Voilà, non mais C'est vrai que c'est l'insouciance de l'enfance, face à des choses, on s'en rend pas enfin, oui, on s'en rend pas compte, en fait, mais c'est vrai, tu as raison. Moi, c'est un truc qui est jamais venu dans mon esprit, mais c'est aussi simple que ça, en fait, à la base. ouais, c'était un peu merveilleux, voilà, c'était rentrer dans un monde merveilleux, inconnu et merveilleux, comme si on allait lire un roman, fantastique, d'aventure fantastique ou un film fantastique. Voilà, c'était le merveilleux vers quelque chose de totalement nouveau, voilà, avec les sons, quoi. Tu avais déjà des tics nerveux quand tu as commencé, au piano? Quelques mois après, je pense que ça s'est déclenché un peu après, le coup de ballon. Je pense que c'était un tout petit peu plus tard dans l'année. Les ateliers entre midi et 2. Alors bon, elle faisait des ateliers, mais c'était, genre 1 heure à 3 4 élèves. Je pense que c'était plus pour un peu détecter, voilà, ceux qui s'intéressaient vraiment à la chose et qu'elle récupérait après en cours particulier qu'elle récupérait, pardon. Voilà, donc au bout d'un an, elle m'a récupéré effectivement en cours particulier, pour avoir 1 heure de cours à moi tout seul, quoi. Oui, c'est ça et après? Et après donc après, bah, après elle m'a présenté au conservatoire, donc j'avais environ 13 ans en fait, hein. Parce qu'en fait elle était de formation claveciniste au départ, madame Corinne Bétirac et c'est vrai qu'arrivé à un certain moment, la technique du clavecin et du piano, change. Heu, voilà, technique du clavecin est vraiment du doigt alors qu'au piano on a besoin du poids du bras et si on met le poids du bras dans le clavecin, on le casse en 2 donc et ça, c'est quelque chose qu'elle pouvait moins m'expliquer. C'est elle qui m'a dit: «Vaut mieux que tu ailles maintenant avec un vrai prof de piano», mais j'ai quand même continué à la garder en cours particulier. Il y avait le côté affectif, puis elle m'a appris beaucoup de choses sur la musique en elle-même, sur même des méthodes de travail, travailler avec des rimes, des trucs comme ça, voilà, hein, être méthodique, donc c'est plus l'aspect technique pur du piano qui manquait, mais pour tout le reste, elle m'a appris beaucoup. Tu as passé combien de temps au conservatoire après? 7 ans, je crois, ouais, j'ai dû avoir mon DEM en, ouais, 20 ans, donc ouais, c'est ça, je suis rentré à 13 ans, 7 ans à peu près, ouais. Toutes ces périodes, même déjà quand tu étais petit, tu allais au piano avec plaisir? Est-ce que tu travaillais régulièrement? Comment ça se passait? Ah oui, 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 j'avais beaucoup de plaisir. Alors bon, au conservatoire d'Aix, j'ai eu quand même à un moment donné un professeur, avec qui ça se passait pas bien et bon, donc j'avais pas forcément plaisir à aller en cours avec lui, mais par contre, j'avais toujours du plaisir à travailler mon piano. Oui, j'en faisais régulièrement. Alors, je sais plus vraiment, mais je pense quand même que petit, je me débrouillais quand même d'en faire, au moins une petite ou une petite demi-heure tous les jours quand même. Heu J'avais remarqué que ma mère ne m'arrêtait pas au piano, quand j'en faisais, donc j'ai insisté sur le piano pour pas aller faire mes devoirs. Non, mais c'est parce que ça me plaisait surtout, hein, ça me Ouais. plaisait. Non, non, oui, j'en faisais, tous les jours, et à l'âge de l'adolescence, même je commençais à en faire plus, notamment le week-end quand on allait chez mon grand-père. Je m'enfermais, je m'isolais dans la salle où il avait un piano et j'en faisais toute l'après-midi, en fait. Pendant des heures, j'amenais mes partitions et je déchiffrais, notamment j'ai une période sur les sonates de Mozart, je les déchiffrais les unes après les autres. Heu, ouais, j'ai quand même beaucoup aimé ça très jeune, en fait.
Pendant toute cette période-là aussi, comment a évolué ton syndrome? Est-ce que, tu étais sous traitement? Est-ce qu'il y a eu une répercussion sur le piano? Est-ce que tu t'es posé des questions? Enfin bref, comment tu t'es sentie avec cet handicap-là, à travers ce cursus-là? Alors, curieusement, quand j'étais jeune, les tics nerveux au piano, j'arrivais à ne plus en avoir, mais c'était inconscient. Je pense que c'était vraiment la concentration intensive sur le piano qui faisait que je conscientisais vraiment une sorte de Ouais. contrôle total sur l'ensemble de mon corps. Donc c'est vrai que, allez, jusqu'à peut-être 13-14 ans, en fait, les tics nerveux n'ont pas gêné au piano. Après, j'en avais dans la vie de tous les jours, voilà, hein, à l'école et cetera, je bougeais dans tous les sens, bon, ouais. Mais au piano, donc ça allait. Donc après, plus tard, je pense que j'ai commencé à en avoir quand même un petit peu au piano, mais j'étais pas vraiment conscient, je pense de ça. Donc, non, j'ai jamais eu de traitement à cette époque-là. Ouais, peut-être ma mère a essayé de me faire prendre des trucs un peu homéopathiques, les fleurs de Bach, trucs comme ça, mais je suis pas convaincu que ça ait, vraiment agi, Tu étais mais suivie par un neurologue à ce moment-là ou pas? non, pas Ouais, du tout. ouais, ouais. Non, parce qu'à l'époque, comme je disais tout à l'heure, bah, voilà, le généraliste, il a juste dit et pensé que ça devait être provisoire, que ça partirait à l'adolescence. Ce qui effectivement, est souvent le cas. Donc, Pour ce mmh, syndrome-là ou pour les tics en général, quand tu as des tics de bah, façon un les peu plus 2, tardive? OK. les 2, hein, oui, oui, le normalement, le syndrome de Tourette, j'ai encore relu tout à l'heure avant de venir, c'est censé, pour la plupart des cas, s'estomper vers l'adolescence, quoi. Voilà, et c'est dans de rares cas où ça persiste et même ça peut s'amplifier. Donc tu en avais pas ça ne te posait pas de problème pendant ton cursus? Non, alors, non, par contre, je pense qu'en fait, inconsciemment, ça en a posé parce qu'à l'arrivée à l'âge de, 14-15 ans, heu, j'ai quand même commencé à jouer avec beaucoup de raideur dans les bras. Alors, sur le coup, c'est vrai que, bah, on a tous pensé que, bah, c'était des problèmes techniques. Mais de fait, c'en était, mais c'est beaucoup plus tard, je pense, avoir compris comment ils sont arrivés ces problèmes techniques aussi. Hem, je pense qu'en fait, inconsciemment, je devais déjà avoir des tics nerveux qui me donnaient envie d'avoir les mains qui s'enlèvent du clavier et que inconsciemment, je crispais le bras pour maintenir les mains sur le clavier. Je pense que c'est avec le recul, c'est même là assez récemment, dans les dernières années, en fait, que j'ai réalisé que c'est ça qui a dû se passer, vu que, la maladie après s'est amplifiée, énormément et donc j'ai été obligé de me poser plus de questions. Mais à cet âge-là, vers l'adolescence, c'était moins important, donc j'y faisais moins gaffe. Mais voilà, je pense qu'il devait déjà y en avoir et qu'inconsciemment, il s'est passé ces choses-là. Après tu as fini le conservatoire Ouais. et ensuite? Alors, j'ai enseigné voilà, en tant que professeur de piano en conservatoire dans la région PACA. Voilà, j'ai eu une classe pendant 10 ans de 2000 à 2010. Puis après, j'ai repris mes études, en 2011 au Conservatoire royal de Bruxelles. Est-ce que tu as pris le temps d'expliquer à tes professeurs ou quand toi-même tu étais professeur à tes élèves, ce syndrome? Est-ce qu'on t'a posé des questions dessus ou c'était quoi ton rapport social avec ce syndrome Alors, bon, déjà à ce moment-là, hein? quand j'étais étudiant au conservatoire d'Aix, j'avais pas conscience d'un potentiel syndrome de Tourette. Bon, j'avais des tics nerveux, donc mais j'en pas souvenir en avoir parlé aux professeurs que j'avais à l'époque. Encore une fois, ils se manifestaient pas autant que par les années qui ont suivi, donc non. Après, je sais que quand j'étais professeur, en conservatoire, je commençais à avoir régulièrement ces raclements de gorge et j'avais des enfants qui me demandaient: «Ah, vous avez mal à la gorge?» Et je rentrais pas dans les détails, mais je répondais juste: «Oui, je me suis un peu attrapé», voilà, non, j'en parlais pas et même actuellement, j'en parle pas spécialement à mes élèves actuellement, oui, il y en a un ou 2 des élèves adultes, voilà, avec qui il y a une relation de confiance, enfin, voilà, un peu d'amitié aussi, quoi. Donc mais sinon, non, j'en parle pas, j'essaye vraiment de rester centré sur, l'élève et de rester concentré, donner le mieux possible pour l'élève pendant les cours, sans trop parler de moi. Après tu es rentré au conservatoire à Bruxelles Oui, chez, dans la qui? classe de Johann Schmidt et de Gabriel Teclou. Oui et eux, tu leur as pas expliqué non plus? Alors si, là j'ai été amené à expliquer parce que les symptômes se sont énormément empirés,
heu, pendant mon année 2010, donc 1 an avant de rentrer à Bruxelles et c'est vrai que là, je commençais vraiment à avoir un handicap pour jouer, vraiment visible. Donc là, si, j'ai été obligé de leur en parler. D'ailleurs, à ce moment-là, c'est là que j'ai commencé aussi à faire la démarche d'aller voir des neurologues, au début de mon cursus parce que tout d'un coup les symptômes avaient empiré et que, je comprenais pas ce qui se passait quoi et Et que tu sais pourquoi ils ont empiré ou pas? Tu peux l'associer à un événement ou oui, ouais, des événements, qui m'ont énormément marqué, en 2010, disons que psychologiquement? oui, oui, Ouais, oui, ouais. Et ça, les neurologues te l'ont confirmé que c'était des que ça peut être événements oui. dû oui, oui, bah, encore une fois, ils savent pas non plus, ils sont pas sûrs à 100 pour expliquer vraiment ce qui peut mais c'est vrai que ce qui est stress, ou fatigue, intense, peuvent effectivement, faire amplifier les symptômes. Voilà et c'est vrai que j'ai eu des gros, gros stress en 2010, peut-être pas rentrer dans les détails, mais mais du coup, les symptômes se sont énormément accentués à ce moment-là. Donc oui, voilà, entre la B1 et ma B2, enfin première et deuxième année au conservatoire de Bruxelles, j'ai commencé effectivement là à aller voir des neurologues, essayer de faire des examens. Bon, on m'a confirmé effectivement le diagnostic, du syndrome de la Tourette, bien qu'il y ait pas de réel examen pour ça en fait, plutôt des examens pour vérifier que ça soit pas autre chose. Parce qu'il peut y avoir d'autres maladies, qui entraînent des tics nerveux, bon après j'ai pas de listing en tête, mais je sais qu'une fois il y a une neurologue qui m'avait demandé de faire une prise de sang pour vérifier si j'avais pas la maladie de Huntington, qui là par contre est une maladie je crois dégénérative, en plus elle ne me l'avait pas dit, elle m'avait noté la prise de sang à faire mais sans me dire pourquoi. Et à ce moment-là, les neurologues t'ont conseillé, de suivre un traitement ou Oui, ah bah les les neurologues, seule chose qu'ils peuvent faire, comme il y a pas de traitement pour guérir de la maladie en fait, hein, c'est, nous mettre sous traitement, de produits chimiques assez forts, tels des neuroleptiques, des antipsychotiques, en fait, ça agit sur les neurotransmetteurs, sur le transfert de dopamine, je crois, hein, si j'ai bien compris, pour justement essayer de limiter, ces échanges-là et donc limiter les tics nerveux. Mais malheureusement, ce sont des produits chimiques, qui sont quand même très violents et qui ont beaucoup d'effets secondaires. Moi, ça m'avait transformé en zombie, hein, quand j'ai commencé ces traitements-là, voilà, ça a été très, très dur. C'est à peine si je tenais debout, c'est à peine si je pouvais parler aux gens, j'étais dans une sorte de brouillard dans ma tête constant, non, non, ça a été des très violent. Mais voilà, ils ont pas actuellement, il y a pas de solution miracle, il y en a qui tentent des thérapies cognitives comportementales, mais bon, c'est pareil, je crois que j'avais un peu essayé, mais ça il y a des opérations aussi, mais là, c'est plus pour dans des cas où on peut mettre des implants, mais pour dans des cas beaucoup plus sévères encore. Parce qu'encore une fois, même si ça m'handicape pour le piano, ça reste des symptômes relativement modérés. J'ai vu des vidéos où c'était bien pire. de quelle manière ça va s'exprimer quand tu es au piano? Ou peut-être déjà ça, mais aussi quand tu es dans une tâche? Quand tu conduis, quand tu dois écrire? Très régulièrement, je sens dans mon corps une sorte d'information qui instantanément oblige un mouvement involontaire. Alors, c'est des choses très rapides et très courtes. Ça, quand je conduis ou quand je fais la vaisselle, ça peut voilà, ça arrive, mais c'est pas gênant en soi parce que c'est des choses très courtes, très rapides. Maintenant, quand je suis en train de jouer du piano et que la main a envie de quitter le piano d'un coup ou faire le tour de moi-même et cetera, bah, c'est sûr que là, c'est compliqué. Ça m'oblige à m'arrêter de jouer. Maintenant, si je suis en train de conduire et que ma main va faire un tout petit peu ça, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, c'est très rapide, j'ai l'autre main qui tient. J'ai encore une fois, j'ai un syndrome modéré qui fait que c'est pas un handicap dans la vie de tous les jours. Par contre, évidemment, pour jouer un morceau, si on me demande de jouer, voilà, un morceau, qui dure 10 minutes, avec des passages qui s'arrêtent jamais, bah, non, j'ai la main qui veut partir et du coup, ça accapare aussi mon attention de concentration parce que c'est vrai qu'on peut essayer, en se concentrant énormément, de contrôler un petit peu, mais c'est très, très dur et quand on fait cet effort pour contrôler, souvent, ça reviendra après en plus violent. Mais on peut essayer de mais le problème, c'est que c'est pas une solution viable parce que, plusieurs fois d'ailleurs, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, voilà, à Johann Schmidt et à Gabriel Teclou, c'est que ça m'accaparait tellement de concentration, de me concentrer sur juste mes tics nerveux pour pas que les mains bah, que du coup, on peut moins se concentrer sur son inspiration musicale forcément. Heu
forcément, je suis juste là dans ma tête en train de me dire: «Il faut pas que les mains quittent le clavier», donc voilà, donc c'est non, c'est voilà, c'est compliqué effectivement pour jouer et enchaîner des morceaux, assurer un concert, donc c'est vrai que maintenant j'ai une pratique du piano qui est plus, entre guillemets «expérimentale», c'est-à-dire, voilà, je travaille mon piano à la maison. Quand j'enchaîne des petits passages pas très longs, je peux contrôler et et quand même justement là, arriver à m'écouter, chercher une sonorité, je dire: «Ah bah tiens, je vais essayer de faire chanter comme ça, je vais phraser comme ça», ou même d'essayer des mouvements techniques, hein, si je mets mon coude comme ci, voilà. Ce qui m'aide beaucoup dans c'est une sorte de recherche, expérimentale dans la musique et qui m'aide aussi pour après, proposer des choses à mes élèves, hein. Je me souviens, on en avait déjà, un petit peu parlé où moi je te demandais justement comment tu fais pour le piano, quand tu as tel tic et il me semble que tu peut-être que je me trompe, tu m'avais dit: «Les tics se déplacent, ils vont ailleurs parce que mes mains doivent rester sur le piano, donc je vais avoir plus de tics, par exemple dans les omoplates et cetera C'est et vrai, ouais, ça et un peu peut, moins dans le mouvement des mains, en tout cas des par exemple du coude qui va partir, tu vas l'avoir mais moins». ça Est-ce que c'est le fait que tu peut sois concentré sur une tâche et ou alors comme tu dis, c'est parce que tu contres juste en fait autrement, le mouvement? c'est vrai que si je me con si je me concentre sur un endroit, le tic peut partir ailleurs. Hem, mais après aussi dans la concentration, je peux arriver à ne pas en avoir pendant un laps de temps assez court. Mais à un moment donné, ça je peux pas, c'est beaucoup d'efforts de concentration, donc je peux pas garder cette concentration, plusieurs dizaines de minutes d'affilée ou même déjà ne serait-ce qu'une minute entière, c'est compliqué. Et c'est amplifié par le stress. Si tu vas jouer, c'est Ça peut être amplifié par le stress. Alors, je suis pas particulièrement, stressé quand je dois jouer. Disons qu'à la limite, je vais être stressé à cause de mes tics nerveux, mais à la base, c'est pas quelque chose qui me stresse. Bon, à condition que j'ai bien eu le temps de m'y préparer, voilà, hein, bien sûr. Donc c'est vrai qu'à voir, mais bon, le problème, c'est que, voilà, je peux difficilement me préparer, en fait, correctement parce que, bah, au quotidien, tous les jours, quand je travaille mon piano, j'ai beaucoup de tics nerveux, donc j'ai du mal à vraiment pouvoir bosser des morceaux à fond et aller au fond des choses comme je voudrais. Hem, mais de toute façon, il y en aura toujours, hein, même, voilà, j'ai des enregistrements de moi quand, j'avais peut-être 20 ans, 25 ans. On voit quand même de temps en temps des mouvements qui ressortent et c'était encore une époque où j'en avais moins. Donc et là, j'en ai beaucoup plus. Mais c'est vrai que depuis, plusieurs années maintenant aussi, ce ça m'a tellement, bloqué, hein, tous ces tics nerveux que même, je me refuse à dire: «Je vais faire un concert». Parce que c'est vrai que ça me fait peur à l'avance. Je me dis: «Si ça m'arrive en en plein concert, je peux plus contrôler». Et j'ai déjà vécu des expériences comme ça aussi, hein. Je me souviens un examen, dans ma deuxième année où tout d'un coup, donc c'était avant que je commence, d'essayer des traitements, où tout d'un coup, bah, j'ai plus du tout réussi à jouer. J'ai dû m'arrêter en plein examen et incapable de bouger quoi que ce soit comme je voulais, quoi. Donc c'était pas une expérience très agréable et c'est vrai que ça donne pas envie de retenter, voilà, devant un public, si on fait venir, ne serait-ce que 100 personnes pour écouter et qu'on s'arrête comme ça devant les gens alors qu'ils ont payé une place. C'est je peux pas tenter ça. Enfin, je veux dire, c'est à un moment donné, c'est pas professionnel par rapport à un tu te sens public. comment par rap est-ce que tu te sens frustré ou est-ce que Ah, c'est sûr j'imagine que tu as que passé oui, différentes étapes aussi, dans ce j'ai fait sentiment? un travail sur ça pour accepter les choses, hein. Alors après, oui, c'est sûr que j'en garde une frustration. C'est vrai que, en soi, j'adore jouer du piano et c'est vrai que, bah, j'aurais bien voulu faire des concerts, proposer des programmes aux gens. Donc je il y a une part de frustration qui reste, bien sûr. Maintenant, heu, depuis toutes ces années, parce que maintenant ça fait donc, une petite quinzaine d'années que les symptômes se sont énormément aggravés. Donc j'ai eu le temps de faire un travail pour accepter et que ça soit plus une frustration qui me vraiment qui me mettent mal. C'est une disons que c'est une frustration plus légère et c'est quelque chose que j'accepte. Je me dis: «C'est comme ça». Je veux dire, ça me motive à la limite de me dire: «Bah, voilà, au je peux pas jouer, je vais essayer par contre d'être, le meilleur professeur possible avec mes compétences à moi, voilà, mais de donner le meilleur de moi-même dans l'enseignement par contre». Voilà, me dire: «Bah, je vais m'accomplir en tant que professeur», donc vraiment d'être le plus à l'écoute possible de mes élèves, chercher,
chercher vraiment intensément, quand je vois des difficultés avec un élève, comment je peux l'aider. Voilà, je m'investis d'autant plus là-dedans et je me dis que c'est une vie de musicien et d'artiste aussi, hein. On peut transmettre beaucoup de choses, c'est vrai dans le concert, mais on peut en transmettre aussi beaucoup dans l'enseignement aussi. Absolument, et c'est aussi le but, un des buts de ce podcast-là, c'est de montrer que, il n'y a pas un profil de musicien unique, qui est celui, qui est l'idée dont beaucoup de gens s'en font, de tu es musicien parce que, enfin, ah, tu es un musicien reconnu parce que tu remplis des salles de concert. Oui, On oui, a tous, on a on tous ça un peu en intervient tête au tous. début, ouais. Oui, mais on intervient tous aussi en fait. Il y a beaucoup de métiers de l'ombre, hein, comme on voit Bien accompagnateur par sûr, exemple. Il y a des gens il y a des musiciens qui sont fabuleux et des accompagnateurs absolument incroyables et on n'en parle pas assez. Voilà. bien sûr, ou même, Chacun un conférencier sa place. musicologue, hein. C'est Par quelqu'un qui a exemple, joué, qui a tout à pratiqué fait. pendant des années et puis qui s'est tourné après vers justement le Oui. plus, C'est-à-dire que l'art l'histoire d'être de la musique, musicien, la ouais, théorie et cetera et l'art d'être musicien ne s'exprime pas forcément dans la pratique en public de cet instrument, je pense. bah, tout à fait, oui, oui, il y a plusieurs métiers dans la musique, hein. Ouais, ouais. Oui, oui. Et quand tu étais donc au conservatoire, que ça s'est amplifié, etc., t'es quand même allé au bout du cursus de master. Ouais, ouais, ça a été, fatigant, mais Mm. on a pu aller au bout, ouais. Tu voulais absolument terminer ce master. Oui, bah, tant qu'à faire, je veux dire, je venais du sud de la France, j'avais fait un gros déménagement pour enfin, Mm. un déménagement, voilà, fait 1000 kilomètres pour venir ici, c'est pas pour repartir au bout de 2 ans C'est ce que et tu t'es dit. Bon, maintenant j'y suis, on va aller jusqu'au bout, on va tout à finir fait, ça et puis on verra. Ok. tout à fait, oui, oui. Bah, d'autant plus que bon, c'est vrai que justement, j'ai un parcours un peu atypique. Je suis rentré au conservatoire de Bruxelles, je devais avoir, 28 ou 29 ans, alors que beaucoup rentrent plus jeunes, hein, moi, j'avais enseigné pendant 10 ans avant, mais c'est aussi du coup, du temps que j'avais eu en plus dans ma vie pour monter du répertoire et c'est vrai que pendant mon cursus, j'ai pu gérer aussi cette maladie-là, heu, avec, la chance que j'avais, c'est-à-dire d'avoir quand même déjà beaucoup de répertoire dans les doigts. La plupart du temps pendant mon cursus, sur les grandes lignes, j'ai ressorti beaucoup de choses que j'avais déjà travaillées avant. Donc c'était qu'à revoir, qu'à peaufiner, qu'à améliorer, voilà, avec les conseils de Johann Schmidt et Gabriel Teclou. Mais j'ai monté pas forcément beaucoup de nouvelles heures, hein, pendant quelques-unes quand même, mais, donc voilà, ça a été quand même aussi, un atout qui m'a convaincu que je pouvais aller jusqu'au bout parce qu'aussi j'avais travaillé en amont. Je sais pas si j'aurais pu, faire mon mon cursus, si j'avais eu ce syndrome, aussi fort, mais, plus jeune sans que j'ai eu le temps de, voilà, monter du répertoire. Ou alors j'aurais peut-être pas joué les mêmes pièces aussi, Oui, c'était une de mes questions justement. Est-ce qu'il y a un répertoire? Alors, bon, peut-être au conservatoire, tu peux aussi l'évoquer, je ne sais pas si c'était différent ou si c'est différent aujourd'hui. Il y a un répertoire dans lequel tu vas être plus à l'aise, peut-être avoir un petit peu moins de tics parce que tu te sens toi-même plus à l'aise ou qu'est-ce qu'il y a à ce niveau-là? C'est compliqué, parce que j'ai beaucoup d'amis qui me disaient: «Mais pourquoi tu joues pas des pièces calmes, des pièces lentes?» et cetera. Bon, heu, mais en fait, la maladie, elle s'en fiche de savoir si ce sont des morceaux rapides ou des morceaux lents. Heu, voilà, les tics nerveux, ils vont maintenant, j'ai quand même constaté que de jouer des pièces, qui vont alterner des passages rapides et des passages lents, me mettait peut-être plus à l'aise. Heu Voilà, par exemple, je pense à une ballade de Chopin qui va alterner pardon, pour le micro, des passages rapides avec des passages de calme. La fantaisie de Scriabine aussi, qui a des moments, voilà, calmes, qui démarrent tranquillement, qui va alterner. Me mettre plus à l'aise. Parce que du coup, voilà, j'ai des passages calmes ou même si j'ai des tics nerveux, je peux quand même arriver à pas trop tomber à côté. Et après, quand je vois les passages rapides arriver, comme je disais, j'arrive quand même à un peu à me concentrer pendant 1 minute, à pouvoir à peu près, donc voilà, je vois des passages, rapides qui arrivent dans un morceau, je peux arriver à peu près à me concentrer en sachant qu'après je vais avoir un passage plus calme, plus lent où là je pourrais laisser sortir les tics avec moins de risques que ça tombe à côté. Parce que c'est vrai qu'avoir des tics nerveux dans des passages rapides, bon bah ça, voilà, ça c'est «éliminatoire» entre guillemets. Et après, tu as fini ton master.
Tu étais encore un petit peu en recherche, je crois, d'un traitement ou de ce que tu pouvais faire ou c'était assez clair à ce moment-là? Parce que tu as traversé différentes étapes par rapport à ces traitements aussi. J'ai comme je disais, les médecins ont essayé de me faire prendre des produits chimiques très forts, hein, des neuroleptiques, des trucs comme ça. Bon, je les ai pas supportés longtemps, et je les ai arrêtés parce que j'étais vraiment un vrai zombie et j'ai cherché des méthodes alternatives. C'est-à-dire que j'avais lu une étude, une étude clinique, hein, qui avait été faite en Allemagne où effectivement ils avaient, tenté d'atténuer les symptômes des patients de la tourette, avec du cannabis. Et effectivement, les résultats de l'étude montraient des résultats plutôt positifs et avec des effets secondaires largement moindres que justement les médicaments chimiques. Donc du coup, je me suis orienté un petit peu vers cette solution-là, pour finir mon cursus. Ça reste pas une solution idéale, parce qu'on est quand même, fatigué, hein, dans un état un peu second, mais effectivement comparé aux médicaments chimiques, c'était, vraiment, voilà, incomparable. Je je pouvais quand même vivre et d'ailleurs, un médecin me l'avait dit de manière officieuse, il m'avait dit, «Oui, oui, non, si vous pouvez, ça sera voilà, ça sera largement, plus vivable, que les neuroleptiques ou Le antipsychotiques, quoi». CBD aussi a cet effet-là, le même effet ou non? Non, le CBD, j'ai un peu essayé, mais c'est tellement faible Ah oui, le le taux, dosage oui. de produits, voilà, qui peut détendre, que non, ça a pas d'effet. Et Enfin, ça peut avoir un effet, ponctuel quand tu en prends, pour la première fois alors que tu en as plus pris depuis 3 mois, oui, mais ça va avoir un effet, 10 minutes et oui, oui, je voilà, vois. c'est tout, quoi. Et après, même si tu en prends pendant toute la semaine, après, il y a juste la première fois que tu en prends que ça va faire effet, mais après ça en fait plus, quoi. Et aujourd'hui, tu t'en consommes encore ou pas? Non, quand je suis rentré en France, Donc tu es j'ai rentré en préféré France juste après, le master non, pas tout de suite après le master, j'ai pardon. fait le master Juste pour didactique après ouais. et je suis rentré, en juillet 2021 en France et non, j'ai arrêté. Je me suis dit: «Bon, bah» parce que c'était pas une vie non plus d'être tout le temps dans un état second. J'ai préféré accepter de me dire: «Bah, voilà, tu seras pas, un musicien qui fait des concerts, tu seras un musicien qui va enseigner et qui va essayer de faire ça le mieux possible». Voilà et j'en suis très heureux, hein, quand même. Voilà, il y a toujours une petite part de frustration, mais à un moment donné, hein, la vie n'est parfaite pour personne, quoi. Il y a toujours, voilà, il faut apprendre à accepter aussi, et être heureux aussi avec ce qu'on a, hein, sinon on se rend malade d'autant plus, quoi. Non, mais c'est vrai que j'aime toujours autant la musique, hein. J'en écoute d'ailleurs toujours beaucoup, après, bah, la notion de choix, c'est sûr que le choix, il a été à moitié, c'est-à-dire que bon, bah, j'ai pas vraiment eu le choix de cette maladie, elle était là, on peut rejoindre la notion d'injustice, mais bon, maintenant le choix que j'ai fait, et là, c'est vraiment un choix, bah, c'est de l'accepter. Parce qu'on pourrait faire le choix de ne pas l'accepter et de rester en lutte contre et finalement, je pense que ça que c'est pas forcément, je pense pas qu'il puisse en ressortir des bonnes choses parce qu'on peut pas forcément lutter contre une maladie. Enfin, je veux dire, on a la science en plus qui ne peut pas aider vraiment. Il y a pas de solution là-dessus. Donc le choix de la maladie, je l'ai pas fait. Le choix d'accepter de voilà, de dire au revoir au côté, musicien qui joue, voilà et de se concentrer sur l'enseignement, voilà, ça c'est le on m'a un peu tendu voilà, la maladie m'a «tendu la main» entre guillemets dans ce choix-là, mais j'aurais pu ne pas le faire et me braquer et dire non. Hem, Et tu avais quel âge à peu près quand tu as accepté complètement donc quand tu es rentré en France à peu près? Bah, déjà même pendant le cursus, bon j'ai voulu forcer pour aller jusqu'au bout du cursus, mais déjà j'avais compris pendant le cursus qu'une fois fini, voilà, a priori, ce serait le choix à faire, hein. Disons que j'ai encore un peu espéré jusqu'au dernier moment que ça puisse, c'est vrai en me disant: «Bah, une fois que que j'ai fini mon cursus, qu'il y a plus le stress des examens, est-ce que peut-être la pression va pas retomber aussi?» J'ai un peu espéré, mais au fond de moi, une part de moi qui un peu me disait, qui avait compris que non, ça serait pas pour demain la veille que le syndrome, parce que c'est vrai que voilà, la maladie pourrait très bien réévoluer dans l'autre sens aussi, hein. Là aussi, les médecins, ils ont pas Ah bon? Ça pourrait aller en sens inverse à maintenant? et
Il y a des neurologues qui m'ont dit que c'était pas impossible, mais ils garantissent rien. Enfin voilà, c'est une maladie qui est quand même mal comprise. Ils m'ont dit: «Bon, comme voilà, encore une fois, j'ai quand même un syndrome relativement modéré, c'est pas impossible, que ça puisse un tout petit peu s'atténuer». Bon, mais j'y crois pas spécialement. Je sais pas, j'en ai quand même pas mal, je vois qu'il y a pas non plus d'évolution. Après voilà, peut-être que c'est dans 10 ans, ils savent pas dire et ils peuvent pas m'affirmer que oui, ils peuvent pas m'affirmer que non. Est-ce qu'aujourd'hui tes tics sont fixes depuis plusieurs années ou tu vois encore, une évolution, ou peut-être aussi une fatigue un peu corporelle? Ouais, alors l'évolution, non, c'est quand même assez fixé maintenant. Les raclements de gorge, c'est toujours les mêmes. Après voilà, j'ai des mouvements de bras, je me cambre beaucoup au niveau du dos, ce qui m'amène des douleurs pour, voilà, revenir. Là, depuis quel oui, il y a peut-être un peu des évolutions. Par exemple, depuis quelques mois, je me rends compte, voilà, que même quand je dors, bah, je me cambre énormément au niveau du dos pendant la nuit. Je me réveille le matin, j'ai mal au dos et curieusement, bah, après du coup, c'est en marchant dans la journée que ça passe, limite à me faire appréhender d'aller me coucher, quoi. Oui, donc ça, c'est vrai que c'est un tic que j'avais peut-être moins avant. Bah, de toute façon, j'en ai un peu partout, hein. Je contracte le muscle des jambes aussi, donc oui, oui, des fois, je peux arriver à avoir mal aux omoplates parce que j'ai un mouvement aux omoplates, le bas du dos, hein, voilà, j'ai pas mal de cambrures dans le dos qui fait que bon, à mon avis, quand je serai âgé, j'aurai des problèmes mais bon, voilà. Encore une fois, c'est comme ça aussi, hein. Tout ce dans quoi tu as évolué avec ce trouble neurologique, tu aurais aimé qu'on te dise quelque chose plus tôt? Non, je crois pas parce que enfin, je vois pas ce qu'on aurait pu vraiment me dire parce que encore une fois, il y a pas vraiment de solution. À la limite, si, le seul truc que j'aurais peut-être aimé savoir plus tôt, bah, c'est qu'on me pose un diagnostic peut-être plus tôt. Ça aurait, pas changé, je pense, grand chose, mais bon, je me serais peut-être posé moins de questions. Heu, Disons que voilà, à un moment donné, je te disais vers 15 16 ans, j'étais raide au piano et je pensais pas que le problème pouvait venir des tics. Je pensais que vraiment j'avais mal compris la technique du piano. Alors, ce qui du coup a été le cas, mais je pense que ça a été provoqué parce que j'avais des mouvements de contraction pour garder les mains au piano inconscients. Donc je pense que voilà, si j'avais su à ce moment-là, ça m'aurait peut-être un petit peu quand même, oui, changé ma manière de penser mon niveau pianistique. Parce que pendant longtemps, je me suis dit: «Ah, j'ai des défauts techniques», alors bien sûr, j'en avais, mais certains de ces défauts étaient induits par cette maladie-là. Si je l'avais su, peut-être que j'aurais, voilà, travaillé, autrement. Alors j'ai eu un professeur en France, bah, qui se rendait compte que j'avais quand même des tics nerveux, des problèmes de nervosité plus complexes que sur un élève, «normal» entre guillemets. Alors il m'a fait beaucoup travailler sur les gestes d'élan, de détente, d'apprendre à justement au lâcher prise du bras dans le clavier. Voilà, vraiment vérifier la souplesse et pendant des années, il m'a fait travailler là-dessus et ça m'a beaucoup aidé. Mais je pense que même lui aussi, s'il avait eu, officiellement le diagnostic de mon syndrome de Tourette, je pense qu'il aurait peut-être encore mieux pu, pédagogiquement trouver des trucs, plus adaptés. Donc voilà, peut-être que ça aurait pu être bien, mais bon. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à un jeune musicien s'il avait un trouble, neuroatypique? Mais j'ai envie de dire si c'est vraiment sa passion, que c'est quelque chose qui est vital, ça vaut le coup de faire l'effort. Mais je préfère mettre en garde, ça peut être très difficile. Donc il faut vraiment que ça soit une passion débordante, que ça soit quelque chose de vital parce que enfin, en tout cas, moi je l'ai je l'ai vécu comme quelque chose de très difficile au conservatoire de Bruxelles, d'aller jusqu'au bout. Hem, mais je suis content de l'avoir fait parce que voilà, c'est ma passion, c'est vital. Je peux pas faire autre chose que de jouer du piano, donc même si là je joue plus en concert, mais je joue quand même, de l'enseigner, de penser musique, H24. Voilà, c'est vital. J'aurais pas pu faire autrement. Maintenant, voilà, si c'est quelqu'un qui fait de la musique, mais qui est pas forcément hyper passionné, qui fait ça un petit peu parce que
oui, il aime bien et qu'il sait pas trop quoi faire d'autre à la place. Bon, voilà, c'est compliqué avec une maladie neurologique de ce genre-là. Heu, donc si c'est pas vraiment une passion, ça va être beaucoup d'efforts qui peut-être, voilà, ça mériterait peut-être à ce moment-là de trouver quelque chose qui lui plaise davantage. Et toi, tu t'es jamais dit à un moment donné: «Oh ben je vais quand même» donc si on associe ce moment peut-être à Bruxelles où donc tout ça quand même a été amplifié, tu t'es jamais dit: «Je vais finir, mais je vais aussi faire d'autres études»? Je l'ai dit, ouais. Ouais, je l'ai dit: «Ah bah tiens, pourquoi pas essayer de reprendre des études, notamment en sciences». Je l'ai dit, mais en fait, je savais très bien que je voulais pas le faire. Mon bac scientifique date d'il y a tellement longtemps que j'ai plus aucune notion, donc oui, je l'ai dit à un moment donné: «Et si j'essayais telle étude?» et cetera, mais en fait, en sachant très bien que non. Non, non, c'est la musique et c'est clair et net, ça peut pas être autre chose. Est-ce qu'il y a quelque chose, que tu veux rajouter, qu'on n'a pas abordé? Bah, j'ai quand même envie de dire que que la musique, c'est merveilleux et que je pense que de toute façon, pour tous les musiciens, la musique demande des efforts considérables, sur plein d'aspects et que donc oui, des problèmes, on va en rencontrer mais si on est vraiment passionné, qu'on a envie de faire ça, la musique, c'est quelque chose de tellement merveilleux qui nous ouvre sur tellement de choses, sur une conscience de ce qui nous entoure, même une conscience de l'univers, j'aurais presque envie de dire. Il y a un côté spirituel, ça peut apporter beaucoup de choses. Donc de toute façon, il y aura des difficultés, mais si on est vraiment passionné et qu'on a, ce désir d'ouverture, justement à tout ce qui nous entoure, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. C'est beaucoup d'efforts. Qu'on ait un syndrome de Tourette ou pas, de toute façon, ça reste quelque chose de de difficile, en tout cas quand on veut le pratiquer à à haut niveau professionnel comme nous on l'a fait dans ces études-là, hein. Heu, mais même pour un enfant qui voudrait juste être en amateur, ça vaut le coup aussi. Là, je reprends mon discours de pédagogue, parce que ça fait énormément de bien sur plein d'aspects et donc mais dans tous les cas, oui, ça reste effectivement quelque chose qui demande de l'investissement, mais ça en vaut le coup. Ça en vaut la peine, ça peut apporter tellement, que ça soit pour, un enfant en pratique amateur comme pour, quelqu'un, un adulte qui va devenir professionnel. Ça apporte tellement à l'humain, à l'humanité. Donc voilà, ça vaut le coup, vive la musique et vive, tous ces compositeurs qui nous ont apporté des œuvres merveilleuses et qui nous font rêver, qui nous font vibrer et qui nous ont motivés pour faire ce métier-là, hein, qui nous ont donné cette magie grâce à leur sonorité, vive Scriabine. Oui, je n'osais Voilà, pas le dire. pour finir et merci Beh, à toi Cassandre en oui, tout cas. merci à toi, c'était vraiment, très enrichissant. Merci beaucoup Rémi.